Lorsque vous naissez dans un continent qui a connu plus de demi-siècle de colonisation et de travaux forcés, dans un continent où l'histoire a été falsifiée et écrite par le plus fort, où ton peuple a été humilié, rabaissé, déporté, où les plus forts ont décidé d'imposer leurs règles, en grandissant bien sûr. On a le droit ou le devoir de se poser la question. À savoir, comment participer à la réécriture, je dis bien à la réécriture de l'histoire de votre continent. Et donc, et à la réhabilitation de la vérité historique des faits. C'est ce qui m'a amené à m'engager dans ce militantisme. Parce que Franck Fanon aussi disait que chaque génération, dans une relative opacité, doit découvrir sa mission d'accomplir ou la trahir. C'est ce qui m'a poussé, en tant que jeune africain, à m'approprier de ce combat. Et le panafricanisme, à mon avis, c'est un concept, c'est une idée qu'on ne doit pas imposer à tous les peuples qui ne l'ont pas encore assimilé. Parce que chaque pays, chaque peuple a ses orientations, a ses exigences, a sa sociologie. Mais puisque on a connu collectivement, on a été collectivement victime de viols, de déportations, d'humiliations, de déracinement, le panafricanisme estime que le salut de l'Afrique passera ou ne peut passer que par un éveil de conscience collectif ou par une lutte collective. Une lutte où les grands axes sont définis par nos dirigeants ou nos leaders très engagés. Et donc, je suis dans cette lutte aujourd'hui parce que j'ai pris conscience des réalités de mon continent. Et le panafricanisme estime que des organisations comme l'Union africaine, comme la CEDEAO, doivent être un gage souverain de tous les États fédérés de l'Afrique afin de stopper la montée exponentielle des vertus ou des concepts de paternalisme de nos partenaires qui pensent que l'Afrique les appartient depuis la conférence de Berlin. Ce sont ces idées qui nous amènent à aujourd'hui militer au sein de ce mouvement afin que tous nos frères qui ne comprennent pas la logique dans laquelle nous évoluons et les raisons pour lesquelles nous nous engageons sachent qu'en tant que porte-voix, nous sommes dans tous les pays africains à porter des messages parce que tout simplement nous voulons un éveil de conscience. Les panafricanistes demandent tout simplement à ce que nos dirigeants ne soient pas rabaissés à la table des G50, des G40 ou je ne sais pas encore, à ce que nos dirigeants soient traités comme des hommes et non comme des sous-hommes, à ce que l'Afrique profite de sa matière première largement comme il se doit, à ce que l'ingérence politico-militaire dans nos États ou sous le continent à laquelle nous avons assisté, nous avons longtemps assisté, cesse parce qu'on n'est plus des enfants, on a grandi avec le temps, et à ce que les fonds qui ont été utilisés par la Chine pour offrir gratuitement le siège de l'Union africaine, pour nous offrir gratuitement le siège de l'Union africaine, afin que ces fonds soient remboursés à la Chine pour honorer la mémoire de nos pères qui se sont battus, qui ont bataillé pour mettre en place ce concept de l'Union africaine. Alors, voici les valeurs autour desquelles nous nous battons, autour desquelles nous aimerions que toute la jeunesse africaine s'accorde. Et il n'y a pas que les critiques au sein du panafricanisme. Il y a des actes, des axes sur lesquels aussi nous nous engageons. Nous sommes
tous d'accord ici que l'Afrique et les Africains ne peuvent pas tous se mettre ensemble sur tous les axes. Mais il y a des axes prioritaires, comme la sécurité, l'énergie, l'économie et la communication. Pourquoi la sécurité? Parce que nous estimons que l'Afrique doit avoir sa propre armée. Pas une armée qui sera financée par les puissances étrangères. Parce que vous ne pouvez pas demander à une puissance étrangère de financer votre armée, pendant que dans le futur, vous seriez amené peut-être à les confronter sur le plan économique. Je dis dans une de mes chansons que pour contrôler nos économies, ils ont créé le FMI. Il faudrait que l'Afrique ait son FMA, son fonds monétaire africain. Parce que aller à tout moment vers les bailleurs de fonds pour prendre de l'argent, ça compromet dangereusement l'avenir du continent. Sur le plan énergétique, il faut que l'Afrique s'industrialise, parce que l'avenir, c'est dans ça. Alors, sur le plan de la communication, il faudrait que l'Afrique aussi ait ses satellites afin que nous puissions être indépendants. Donc, je pense que le panafricanisme, c'est aussi ça. C'est s'accorder sur des grands axes, pas sur, parce qu'il y a des pays, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ont des réalités sociologiques différentes de certains d'autres pays. Quand on prend l'Union européenne, nous savons très bien que l'Allemagne, comme on le dit sur papier, et ça peut paraître vrai, que l'Allemagne est la première puissance économique de l'Europe. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle n'est pas dans l'Union européenne. Donc là, le Sénégal peut être la première puissance économique de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique, mais pour qu'elle accepte autant de partager les grands axes sur lesquels l'Afrique peut s'accorder, ou les Africains peuvent s'accorder, pour pouvoir sortir de l'ornière et pour pouvoir aujourd'hui affronter dans cette mondialisation d'autres grandes puissances. Alors, ça, c'est les raisons qui m'amènent à m'engager dans ce combat, dans ce militantisme. Ensuite, quand on parle de l'éveil de la jeunesse africaine, aujourd'hui, je peux le dire sans me tromper, que la jeunesse africaine est éveillée. Elle est éveillée, mais elle n'est pas comprise par certains dirigeants. Elle est éveillée parce qu'elle ressent partout dans le monde entier les changements qui s'opèrent dans certains pays, comme le Sénégal. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, tout à l'heure il a dit que je suis l'auteur d'une chanson intitulée « Libérer son pôle africain ». En tant que panafricain, pourquoi j'ai chanté ce morceau? Pourquoi j'ai été inspiré pour chanter ce morceau? Parce que je suis un jeune africain, j'ai compris mon rôle et j'ai compris qu'à l'autre bout de mon pays, de mon Afrique, il y a un Africain qui a compris, qui a ouvert les yeux et qui est en train de conduire son peuple vers une libération et une souveraineté totale et qui est emprisonné. C'est pourquoi j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai fait ce morceau et je l'ai publié. Donc c'est pour dire que la jeunesse guinéenne et africaine a compris et adhère au combat. Elle adhère parce que aujourd'hui, quand les opérations, quand les changements s'opèrent dans les pays comme le Cameroun, les Sénégalais le ressentent et ils adhèrent. Quand les changements s'opèrent au Togo, les Sénégalais le ressentent et ils adhèrent. Donc, de la même manière que vous ressentez ici le changement qui s'opère dans d'autres pays, c'est comme ça que nous aussi nous ressentons les changements qui s'opèrent dans tous les autres pays africains. Et je pense que le Sénégal est un cas d'école parce que je suis guinéen, je sais que j'appartiens à un peuple très résigné, un peuple qui a du mal à sortir de sa coquille pour aller chercher sa liberté. Parce que la liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Le Sénégal a arraché sa liberté, le Sénégal a arraché ce qui lui revient de droit. Voilà pourquoi je dis que toutes les jeunesses ont compris aujourd'hui, africaines, ont compris aujourd'hui et adhèrent à la lutte et à l'éveil de conscience. Il y a déjà 3 titres que j'ai publiés, officialisés. En Afrique, au monde entier, où je dis, pour contrôler nos économies, ils ont créé le FMI, pour contrôler nos leaders, ils ont créé la CPI. Donc, la sortie de l'album est prévue en France pour le mois d'octobre, et ensuite, les tournées, on va voir avec l'équipe managériale comment on va mettre en place un programme de tournée, mais qui tiendra compte justement des villes comme Dakar, Niamey, Burkina, Bamako et Bamako, c'est ça. Donc, par rapport à ma tournée, ce sont ces pays qui sont à l'affiche. Et par rapport à l'album,
il sera sur le marché international dans pas longtemps et je suis sûr que vous ne serez pas déçus. Ma position est très claire. Et je suis artiste, et c'est vrai, pas africaniste, mais je suis de nationalité et d'origine guinéenne. Et quelles que soient les raisons qui me poussent à chanter l'Afrique, à chanter les situations dans notre pays, je crois que je suis aussi mieux placé pour parler de la situation qui prévaut dans mon pays. Aujourd'hui, nous assistons à l'entêtement des militaires qui veulent s'éterniser les pouvoirs. Nous assistons au fait que le président Mamadi Doumbouya, qui était arrivé avec de très bonnes intentions, qui avait dans son carnet la réconciliation des Guinéens, qui avait dans son carnet l'organisation des élections qui a été décrétée et décidée par l'ensemble de la classe politique guinéenne, la société civile guinéenne aussi. Et nous assistons au fait que ce calendrier est mis dans le placard par la faute justement des personnes qui entourent le président et qui lui font croire qu'il est le seul capable aujourd'hui de diriger la Guinée, qu'il est l'homme providentiel que Dieu a choisi pour diriger la Guinée. Alors, moi, dans ma position, je suis quelqu'un qui prédit, qui prévoit, quelqu'un qui alerte, qui lance des alertes. Alors, la peur qui m'anime, c'est de ne pas assister à un autre 28 septembre au cas où le président Mamadi Doumbouya essayerait de briguer, de se porter candidat aux élections et de vouloir s'imposer pour arracher une victoire par la violence. Ça, c'est un premier cas. Parce que nous savons tous aujourd'hui que la situation en Guinée est très diamétralement opposée à celle dans le Sahel. Ce n'est pas la même chose parce que les gens ont tendance à les confondre, à faire une extrapolation entre les situations sécuritaires, les situations des militaires dans le Sahel et la situation de Mamadi Doumbouya. Et c'est pourquoi je dis, lorsque on est révolutionnaire, il faut inculquer, il faut mettre dans les manuels scolaires ce qu'on appelle en fait institutionnaliser le combat et la lutte. Pourquoi? Parce que Sékou Touré, par exemple, les Olympiques, les Modibo Keïta ont mené des luttes contre l'impérialisme, mais ça n'a pas porté fruit jusqu'à un certain niveau, parce qu'après leur mort, les pays et ces États sont retombés dans les mains de l'impérialisme. Donc, aujourd'hui, je pense que le combat que je vais mener, ça va être celui d'attirer l'attention du monde entier sur la Guinée et sur la volonté du président Mamadi Doumbouya à vouloir s'éterniser au pouvoir, à faire un forcing qui va nous conduire forcément dans un retour 28 septembre, chose que je ne souhaite pas. Deuxième question. Il s'agit de mon accompagnement, l'accompagnement que j'ai eu à faire au niveau de la lutte que M. Sonko et le parti PASTEF ont eu à mener ici au Sénégal dans la conquête du pouvoir, ou lors de la conquête du pouvoir. Et je crois que je l'ai dit à l'entame. Je l'ai fait parce que je suis très allergique à l'injustice. Il n'est pas le premier leader pour qui j'ai chanté. Dans les temps, j'avais chanté pour Gbagbo lorsqu'il avait été déporté à la CPI parce que je dénonçais cela, je voyais cela comme étant une insulte à l'Afrique, à la souveraineté africaine. Parce que je me dis que tous les dirigeants qui commettent des crimes en Afrique, l'Afrique devait être capable et à mesure de les juger sur le sol africain. Et donc, le président Sonko n'est pas, le premier ministre Sonko n'est pas le seul ou le premier à qui j'ai dédié une chanson. Je l'avais fait parce que je suis hostile à l'injustice et parce que je voulais donner de la visibilité à leur combat au niveau africain et international. Aujourd'hui, le conseil que je voudrais leur donner, c'est leur dire de rester dans la logique de la démarche qui les a conduits à la tête du Sénégal. Rester dans la logique de la démarche qui les a conduits à la tête du Sénégal. Donc, moi, c'est le conseil que je pourrais les donner. Parce que le monde les regarde, le Sénégal les regarde, l'Afrique les regarde. Nos dirigeants, aujourd'hui, ils se frottent bien les mains lorsqu'ils vont vers les Blancs, lorsqu'ils vont vers les maîtres pour aller prendre de l'argent pour compromettre l'avenir de l'Afrique. Je pense que tout cela est fait parce qu'ils le font de façon individuelle. Et Thomas Sankara disait que si on n'arrête pas d'aller individuellement auprès des bailleurs de fonds, auprès des impérialistes, on va se faire assassiner individuellement. Si la question de la monnaie est posée au Sénégal, ou
la question de la monnaie est posée en Guinée, seulement en Guinée, je pense que les leaders qui oseront parler de ça sans être accompagnés par leurs confrères, leurs compères, seront prématurément assassinés. On a toujours vu sur le continent africain comment Modibo a été tué et pourquoi il a été tué. C'était lié à cette question de monnaie. Comment Olympio a été écarté et tué, c'était lié à cette question de monnaie. Donc aujourd'hui, on peut, sans se tromper, dire que les dirigeants africains ont compris l'enjeu. Chacun a compris l'enjeu. Kadhafi a été tué, c'est pour cette question de monnaie africaine. Parce que n'oubliez pas qu'en 2009, Kadhafi avait osé organiser une conférence au Cameroun où il avait dit qu'il mettait 80% des fonds qui allaient servir au premier fonctionnement du Fonds monétaire africain. Et c'est pour s'il avait signé son arrêt au monde. Donc c'est pour dire que tout le monde connaissait la puissance militaire de Kadhafi. Donc quel est ce président aujourd'hui qui va se lever seul individuellement pour aller poser la question de la monnaie ou de l'autonomie monétaire de l'Afrique? Ça va être compliqué. Donc c'est d'abord à l'interne qu'on doit régler la question. Les Africains, les dirigeants doivent se mettre ensemble et essayer d'aller maintenant vers les partenaires, que nous appelons d'ailleurs dans le jargon artistique des Babyloniens. Donc, pour moi, au-delà des messages, les actes pratiques que nous pouvons poser, c'est de rencontrer les leaders et discuter avec eux. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que chaque leader a des conseillers. Et quand vous discutez avec le leader, n'oubliez pas qu'après, il y a des gens qui ont la possibilité de le rencontrer tous les jours, qui parlent et qui ont des stratégies, qui ont des politiques, qui sont des visions différentes de celles que vous voulez que le leader adopte. Donc, moi, au-delà de la musique, au-delà de tout ce que je peux faire comme artiste, je vais vers les leaders, les présidents, les dirigeants, je les rencontre et je leur dis, voici le cri du cœur du peuple. Le peuple vous aime, le peuple vous accompagne, mais il souhaiterait qu'il soit entendu sur des questions de telle ou telle chose. Paul Kagame, version sanguinaire du dictateur, est passé chez nous en Guinée, à plusieurs reprises. Et qui parle de Paul Kagame connaît les pratiques obscures que l'homme, auquel l'homme fait recours pour régler ces histoires politiques dans son pays. Donc, la Guinée a malheureusement hérité d'un président, a malheureusement vu à la tête ses destinées confiées à un président qui est mal entouré, qui est très mal entouré par des personnes qui sont animées par un esprit de vengeance. Et depuis la mort du président Sékou Touré, la Guinée est allée de vengeance en vengeance et ça a conduit le pays dans l'échéance, la décadence. Donc, je pense que le cas de Foni Kemende et Lubilo, ce n'est pas un emprisonnement, c'est un enlèvement, c'est un kidnapping. Et c'est très grave pour une jeune qui s'était présentée comme étant la solution au problème de la Guinée, qui s'était présentée aux Guinéens comme étant la lumière qui avait éclairé une maison qui était obscurcie par le pouvoir de Alpha Condé, qui s'était présentée comme la solution finale du calvaire dans lequel végétait le peuple guinéen. Alors, aujourd'hui, nous constatons que cela n'était que rêve. Les Guinéens, un beau matin, se sont réveillés doucement comme dans un rêve et on dit, est-ce que ce coup d'État était vraiment réel? Est-ce que les problèmes tenus à la RTC, la radio-télévision guinéenne, étaient réels? Est-ce que les propos tenus par le président Modibo Doumbouya étaient réels? Moi, en tant qu'ami, le président Modibo Doumbouya, moi qui l'ai fréquenté, moi qui l'appelais, et lui que j'appelais, avec qui il échangeait sur les questions justement de notre nation, moi j'ai pris mes distances. J'ai pris mes distances parce que je ne reconnais plus le président Modibo Doumbouya. Moi je ne le reconnais plus. Donc, sur les cas alors, de la fermeture des médias, ça ne doit pas vous surprendre. Parce que je le disais la fois passée dans un live, et avec Paï Moussale, je dis, comment est-ce que vous pouvez comprendre que le régime civil qu'on a taxé, le régime dictatorial, laisse ses opposants
faire des manifestations, mobiliser des milliers et des millions de personnes dans la rue, emmener la presse à les filmer, à les montrer à la communauté internationale, sans pour autant bâillonner cette presse, sans pour autant fermer cette presse, devant, contrairement à des militaires qui sont venus pour nous sauver, qui ferment ces maisons aujourd'hui, qui ferment ces médias aujourd'hui. Donc, pour moi, on a pris la voie de la dictature. Ils ont endurci le cœur du président Mamadi Doumbouya et les Guinéens doivent s'appeler. Et sur la question, justement, de la résilience des Guinéens, la résignation des Guinéens, je pense que tout à l'heure, j'en ai fait cas. Le peuple guinéen est un peuple que tu peux pousser jusqu'au bord de la mer si il est question de faire le choix entre se battre pour ne pas tomber dans l'eau et tomber dans l'eau, il va tomber dans l'eau. Mais je m'attends. En Guinée, on n'est pas confronté à une question ou à un problème djihadiste. On n'a pas de problème sécuritaire en Guinée. On n'est pas envahi en Guinée. Nos terres ne sont pas occupées. Notre territoire n'est pas occupé en Guinée. Les militaires ont pour rôle d'abord de protéger l'intégrité territoriale d'une nation. Et ce n'est pas le cas en Guinée. Le Mali fait 1 400 000 et quelques km², si je ne me trompe. Le Niger, pareil. Le Burkina, un peu moins. Donc, ces pays n'ont pas les mêmes réalités que la Guinée. Il y a eu un coup d'État en Guinée parce que, après ce qu'on a entendu comme propos venant des membres du CNRD, parce que le président qui était là avait pris un 3e mandat, avait commis des crimes dans son pays, et il y avait le favoritisme, il y avait plein de choses qui accompagnaient leurs propos. Et les Guinéens ont adhéré. Ce ne sont pas les propos qui ont animé ces autres dans le Sahel à prendre le pouvoir. On ne peut pas les garder sous. La démocratie est une denrée. Une jolie denrée, une bonne denrée qu'on doit donner à sa population. Mais la sécurisation de son peuple est aussi une denrée de valeur qu'on doit aussi donner à son peuple. Donc, moi, je fais la différence entre le combat de ceux du Sahel et Mamadi Doumbouya. Ils ne sont plus dans son combat du peuple, ils sont dans leur propre combat. Comment comprenez-vous que les anciens dignitaires du régime de Alpha Condé se retrouvent en prison pour détournement de deniers publics? Je vous dis bien, pour détournement de deniers publics. Pendant que les membres du CNRD aujourd'hui, au vu de tous les Guinéens, sont en train de s'offrir des maisons à coût de milliards au vu des Guinéens. Comment pouvons-nous expliquer cela? Ils achètent des maisons au Canada, aux États-Unis, en Espagne, en France, en Guinée. Soyons sérieux. Ou on est là pour le peuple, ou on est là pour se servir. Voilà la différence. Moi, une fois, j'ai dit au président Mamadi Doumbouya, je dis, président, essayez de dissocier votre communication à celle du CNRD. Pourquoi je le dis? Parce que autour du président, il y a toujours un système qui se fait. Le système est constitué souvent, pour les présidents qui veulent s'éterniser au pouvoir, par les intouchables, les indéboulonnables, les membres de la famille, les sacro-saints, les personnes qui peuvent commettre des crimes autour du président et qui restent sans être inquiétés. Et donc, lorsque je lui ai dit, je lui ai donné ce conseil, il m'a dit pourquoi? Je dis parce que les crimes commis par les membres du CNRD peuvent retomber sur vous. Vous allez en pâtir des conséquences. Aujourd'hui, on voit Dadis emprisonné, Dadis écope de 20 ans dans la prison. Est-ce qu'il était au stade de 7 ans? Est-ce qu'il a filé sur quelqu'un? Non. Mais il écope de 20 ans de prison pour crime contre l'humanité. Donc, le système autour d'un président pose des actes qui sont imputables à la gestion du président. Voilà pourquoi je lui avais donné ce conseil, même comme il n'a pas compris, et aujourd'hui je les confonds, comme tout le monde. J'ai chanté effectivement ce président Sonko, et je ne l'ai pas comparé à ces figures emblématiques de la lutte panafricaine, plutôt j'ai dit qu'il était un descendant de ces idéologiques, un descendant idéologique de Mandela, de Sankara et ainsi de suite. Alors, parlant de son impact, de son combat qu'il a mené avant les élections ou avant d'être à la primature et de son combat aujourd'hui, je vais un peu m'étaler sur les réalités. Tout à l'heure, je l'ai dit dans mon speech quand je parlais du panafricanisme. On n'a pas les mêmes réalités. Chaque pays a ses réalités. Chaque pays est sorti du colonialisme avec son statut et avec son empreinte. Quand on prend la Guinée a violemment quitté la France. Quand on prend le Sénégal et la Côte d'Ivoire, ces pays ont pacifiquement quitté la France. Donc,
Moi, je pense que le président Sonko, avant les élections, il tenait un discours. Et maintenant, il n'a pas ce même discours, mais cela ne voudrait pas dire qu'il n'y ait pas dans l'esprit panafricaniste. Si les choses ne se définissent que par le discours, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tenu de bons discours et qui ont embarqué les peuples africains, mais après qui ont déçu. Tout à l'heure, je parlais du cas d'Ali. Si on ne s'attendait qu'au discours, ce que j'attends du président Ousmane Sonko, du ministre Ousmane Sonko, c'est de faire en sorte que dans les actes, ce qu'il disait se traduise dans les actes sur le terrain. C'est ce que moi j'attends. Voilà. Mais il n'a pas besoin aujourd'hui de tenir le même discours, de dire bon, j'avais dit ça quand j'étais opposant, alors je répète la même chose. Non. Pour que ça ait un impact visible sur l'Afrique et en Afrique, parce qu'il ne faut pas oublier que, à l'image de Nicaragua, plusieurs jeunes Africains l'ont considéré ou le considèrent comme étant un vrai panafricaniste. Donc, les actes qui doivent accompagner les propos qui ont été tenus avant les élections doivent être des actes visibles et qui seront dans le même ordre d'idée que ceux qu'il avait tenus avant les élections. Je crois que nous voyons la jeunesse africaine s'entre-déchirer, qui s'engage dans une dualité entre les militants de l'AES et les militants de la CEDEAO. On le voit sur les réseaux sociaux, à travers des blogueurs. Vous savez, les panafricanistes estiment que l'Union africaine, je l'ai dit tout à l'heure, et la CEDEAO doivent être la forme souveraine de tous les États fédérés de l'Afrique. Pour qu'on puisse stopper ensemble, je l'ai dit tout à l'heure, l'ascension exponentielle, justement, de ces vertus et de ces pensées paternalistes de l'impérialisme. Le panafricanisme n'est pas une doctrine qu'on doit imposer au peuple. On doit amener les peuples à embrasser cela parce que c'est un combat que les Sénégalais ont mené. C'est un combat que les Ivoiriens ont mené à un moment donné de leur histoire. Lorsque, il l'a dit tout à l'heure, lorsque le président Macky Sall faisait arrêter et emprisonner ses opposants ici, vous avez vu sur la toile, partout en Afrique, des voix s'élever pour soutenir le discours panafricaniste de nos frères. Alors, c'est pour vous dire qu'on n'a pas besoin d'être invité au Sénégal pour se sentir dans le combat. On n'a pas besoin d'être invité au Cameroun pour se sentir dans le combat. Ce qu'il faut faire, c'est que les Africains aujourd'hui, la jeunesse africaine aujourd'hui, est victime justement de ces organisations. Est victime justement parce que ce pourquoi la CEDEAO avait été mise en place, elle a complètement, elle a vidé complètement aujourd'hui sa feuille de route de la mission qui lui a été confiée ou de la mission dont elle s'est assignée dès sa création. Et aujourd'hui, c'est cette crédibilité que la CEDEAO est en train de perdre sur le continent. Ce n'est pas l'œuvre d'intelligence qui va dire au peuple, levez-vous contre la CEDEAO. Non, c'est un constat fait par les peuples, par les jeunesses. Parce que l'Afrique a la chance d'avoir un continent aux populations jeunes. Donc, c'est cette jeunesse même qui est en train de discréditer la CEDEAO. Vous n'êtes pas sans savoir qu'avec les troubles qu'il y a eu au Nigeria, tout dernièrement, vous avez vu ce qui s'est passé. Vous avez vu la réaction de la jeunesse, de façon instinctive, qui est allée ramasser des drapeaux dans notre pays, dont je ne citerai pas, pour faire flotter ça. Donc, c'est pour dire que la jeunesse vit avec cela, avec le panafricanisme, mais les dirigeants l'empêchent de se mettre ensemble afin de mener à bien ce compte. C'est ça le problème fondamental. Parce que nos institutions, nos organisations sont aujourd'hui des organisations, des coquilles vides, parce qu'en réalité, elles ne jouent pas leur rôle. Elles ne jouent pas leur rôle. Elles prennent du par deux mesures. Elles accompagnent parfois un président qui veut briller au troisième mandat. Elles accompagnent parfois l'autre qui tue sa population, 200 personnes, 300 personnes, parce qu'on ne peut pas ne pas parler de force et d'aliments. On ne peut pas ne pas parler de Alassane Ouattara. On ne peut pas parler de certains présidents aujourd'hui qui sont en train
de dévaloriser, si vous voulez, ou de vider la CEDEAO de son contenu réel. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, mais cela est le résultat aussi de la mauvaise gestion de nos États, de la mauvaise politique instaurée par nos dirigeants, parce que, laissez-moi vous dire que le bien-être que les Africains vont chercher, les dollars qui vont chercher là-bas sur les autres, ils ont payé un prix pour arriver à ce niveau de vie. Et aujourd'hui, nous, on ne peut pas payer ce prix-là. C'est nos dirigeants qui, par la stratégie, par la politique, cette mauvaise politique, amènent justement la jeunesse africaine à vouloir déserter, à vouloir quitter l'Afrique. Et je crois que Kadhafi s'était beaucoup battu dans ce sens, mais c'est compliqué parce que lorsque ceux qui partent, qui réussissent, ne disent pas la vérité à ceux qui restent au pays, parce que eux aussi, ils sont un vecteur très dangereux de communication, parce que lorsqu'ils disent à leurs amis qui restent en Afrique, ah, ici, moi, je suis venu, j'ai réussi, j'ai de l'argent, je vais construire une maison pour ma mère, pour mon père, je vais envoyer mes parents à la Mecque. Alors, son ami qui est là, il est inéluctablement tenté par l'aventure, par l'Eldorado. Donc, c'est ça qui amène aussi les frères africains à vouloir partir de l'Afrique et à trouver une vie meilleure. Mais s'il y avait une égalité de chance dans nos États, dans nos pays, et s'il y avait la possibilité pour eux de trouver où travailler, de quoi se faire occuper, afin de prendre leur famille en charge, je crois que ça allait, voilà, le nombre allait diminuer. Et moi, je tire mon chapeau pour toutes ces personnes qui prennent le risque de traverser la Méditerranée. Et généralement, 90%, c'est des personnes qui veulent aller réussir pour répondre aux attentes de leur famille, de leur maman, de leur papa, de leur frère, généralement. Surprise que j'ai vu l'image du Kamara Gawara parce que je n'ai pas compris. À l'image aujourd'hui du Sénégal, quand on prend Aliou Cissé, Aliou a essuyé ici toutes les humiliations. Il a essuyé beaucoup de moqueries, il a essuyé beaucoup d'injures. Mais les autorités de la Fédération sénégalaise de football lui ont laissé la main libre pour mettre en place une équipe. Et cette équipe, on a vu les résultats. Le Sénégal a été champion d'Afrique. Et aussi, on a vu ce qui s'est passé lors de la dernière Coupe d'Afrique. Donc, le Sénégal aujourd'hui fait partie d'une des meilleures équipes du monde, pas que de l'Afrique. Donc, c'est pour vous dire que dans notre cas, en Guinée, nous voulons s'aimer aujourd'hui, récolter aujourd'hui, manger aujourd'hui. Kamara Gawara a fait des erreurs, c'est vrai. Nous avons tous crié, nous avons tous décrié parfois ces choix, mais cela ne voudrait pas dire qu'il faut le remplacer même la tête de l'équipe, parce qu'il était en train de mettre en place un groupe. Et pour mettre en place un groupe compétitif aujourd'hui, devant ces équipes qui ont plus de moyens que la Guinée, nous sommes dans une transition. Quels sont les moyens qu'on met à la disposition d'une équipe comme la Guinée pour se préparer comparativement au Sénégal, comparativement à la Côte d'Ivoire, comparativement à d'autres pays, ou à l'Égypte et autres, ou au Cameroun? Les moyens sont très très limités. Donc vous ne pouvez pas suspendre ou enlever un entraîneur, le révoquer de ses fonctions parce que tout simplement, ils sont allés aux Jeux Olympiques, ils ont pas tout à toi. Dites à vos joueurs de jouer avec beaucoup plus de patriotisme. Dites à vos joueurs, quand vous venez au Sénégal ici, les Sénégalais connaissent Titi Camara, ils connaissent Pascal Pedro, ils connaissent tous les joueurs guinéens qui jouaient avec patriotisme. Mais aujourd'hui, à peine si on connaît les joueurs guinéens, on ne connaît que 3 ou 4 joueurs guinéens parce que les gens ne jouent pas avec patriotisme. Donc, le cas de Camara, moi je ne suis pas d'accord. C'est une école, c'est un groupe qu'il mettait en place, il fallait donner le temps, et puis dans quelques années, et attendre les résultats, en mettant les moyens, bien sûr. Maintenant, par rapport au verdict, moi je pense que au niveau du verdict, moi je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème, mais c'est ce qu'on en fera, c'est ce qu'on fera de ce verdict après. Parce que nous savons, je vais vous faire une confidence, monsieur le président Ladis Camara est toujours plébiscité dans sa région. Il est toujours plébiscité par ses parents. Et ses parents veulent toujours qu'il soit candidat aux élections. C'est la Guinée forestière. Donc, de mon analyse personnelle, je ne suis pas en train de dire que c'est la vérité. Je crois personnellement qu'avec la volonté du CND qui nous a taillé une constitution où il donne l'ouverture, un boulevard à M. Mamadi Doumbouya de pouvoir se présenter comme candidat indépendant,
au moment venu, M. Dadis Camara sur la glacier, afin qu'il puisse mettre son électorat à la disposition du président Mandela. Donc, ça c'est mon analyse à moi. Et c'est pourquoi, lorsqu'on dit de condamner à 2 ans de prison, moi je me dis que ça c'est le cas. Peut-être que dans quelques mois, on en discutera et peut-être que on verra ce que l'avenir va nous aider. Vous savez que le Sénégal va à l'énergie solaire et le Sénégal est très à la base. C'est un des pays aussi à l'Afrique de la solution qui vend de l'énergie solaire. Et nous, il pleut en Guinée plus que tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. On dit que la Guinée est le château de l'Afrique occidentale. On dit que la Guinée est un scandale géologique. Donc, lorsque vous me posez une telle question, monsieur le journaliste, je vous répondrai tout simplement que j'appartiens à un grand pays avec de petites personnes. Malheureusement pour la Guinée, on n'a pas eu d'homme d'État. Depuis la mort du président Sékou Touré, jusqu'à maintenant, on n'a pas encore eu d'homme d'État qui pense en grand, qui peut faire des choses en grand, qui peut, en se projetant sur le niveau de vie des autres pays, essayer d'amener, de conduire son pays à ce niveau. Nous avons des présidents qui arrivent, malheureusement, qui font face aux blogueurs, qui veulent savoir ce que tel blogueur a dit aujourd'hui, pour essayer de préparer d'autres blogueurs pour le poste. Nous avons en face de nous des présidents qui font face aux petites déclarations que les journalistes tiennent, parce qu'ils ne veulent pas qu'on les critique. Ils ne veulent pas qu'on mette, mette la bouche dans leur gestion des choses. C'est ce qui les intéresse. Ce n'est pas le niveau de vie de la Guinée qui les intéresse. Ce n'est pas là où ils doivent amener la Guinée. Non, c'est une course. Nous sommes dans une mondialisation qui ne fait pas de cadeau au canal boiteux. La Guinée est un canal boiteux aujourd'hui, même pas la faute de cette Guinée. Je viens du Niger parce que, sous l'invitation du président Abdourahmane Tiani, le général de brigade Abdourahmane Tiani, qui m'a invité parce que j'ai fait un son pour soutenir l'AES, le combat de l'AES, dans une mission que j'ai définie dans ma chanson. J'ai profité de ma présidence, ils ont profité de ma présidence pour essayer de mettre dans un programme de semaine nationale de la souveraineté et qui inclut aujourd'hui aussi la date de l'anniversaire de la prise du pouvoir du CSP. Donc j'étais là pour ces activités. J'ai été reçu par le président, on a discuté de toutes ces questions et ce n'est pas facile, mon frère a posé la question, ce n'est pas facile aujourd'hui parce qu'il y a une jeunesse qui est divisée complètement sur la question, nous comprenons cela, mais nous estimons et nous espérons qu'avec le temps, nous pourrons trouver des solutions à ces questions-là. L'Afrique pourra parler d'une seule voix, nos organisations parleront d'une seule voix. Maintenant, par rapport à mon album, à la musique, il y a 7 ans que je n'ai pas sorti d'album. Il y a 7 ans que je n'ai pas sorti d'album, que j'avais arrêté de chanter. Et j'ai vu que les aînés, les grands frères, dont je porte l'héritage aujourd'hui, le lourd héritage, je vais parler notamment d'Alpha Condé de Tikenja, aujourd'hui, ont plié leur plume. Donc, quand je dis plier leur plume, ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ont peur, non, ils l'ont fait parce qu'ils ont pris de l'âge. Donc, je pense que chaque époque, chaque génération doit jouer son rôle, comme l'a dit Franck Fanon. Moi, j'ai découvert ma mission, c'est vrai qu'ils m'ont beaucoup inspiré. Donc, à un moment donné, je me suis assis, j'ai réfléchi, je me dis non, je ne peux pas abandonner, j'étais l'éponge. Tiken et Alpha, c'est des ennemis qui nous ont inspirés dans le combat. La flamme ne doit pas s'éteindre, on doit continuer. Donc, vous devez vous attendre à la bonne musique reggae, la bonne musique, très bonne musique engagée, avec 18 titres, et je serai vraiment content. Ils ont créé le FMI pour mieux contrôler nos leaders. Ils ont créé la CPI. La Convention des droits de l'homme se trouve aux Nations Unies. Pourtant, les embargos et les guerres se décident à l'ONU. Si tous les êtres humains naissent libres, égaux en droit et en devoir, cette déclaration appartient à la poubelle de l'histoire. L'égalité entre les hommes, moi je n'y crois pas, car les rapports entre les nations sont des rapports de force. Dans cette mondialisation où l'Afrique n'a pas d'identité, je me demande si elle réalise sa vulnérabilité. Oh maman, Africa, big up à mon grand frère Ismaël Lo.